Bonjour à tous et bienvenue pour les marchés en action. Enfin aujourd'hui le titre sera les marchés en inflation. D'une part car les marchés montent et d'autre part parce que l'inflation est à la mode. Donc j'espère que YouTube mettra cette vidéo encore plus en avant avec un tel titre. Blague mise à part, de retour de vacances. En forme, nous sommes aujourd'hui le mardi 15 février 2022. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour Zone Bourse et nous allons faire ensemble un point complet sur les marchés. Avant toute chose, un avertissement sur les risques. Les informations graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mises à disposition par Zone Bourse s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations ne constituent pas des conseils en investissement. Vous êtes bien évidemment responsable de vos trades et de vos investissements. Je vous rappelle les rendez-vous sur Zone Bourse tous les matins, le morning meeting d'Anthony Bondin, version écrite mais également en podcast, tous les jours Planète Bourse avec Roxane Nojac et comme tous les mardis, on se retrouve pour les marchés en action. Au sommaire de cette émission, focus marché, top flop macro, analyse graphique. Alors, le focus marché. Concrètement, on se fait balader. Je ne vais pas vous dire que les marchés actuels sont faciles. Depuis le début de l'année, le CAC 40 perd 4%, mais les valeurs de croissance se sont fait dézinguer. Les rouleaux compresseurs qui l'année dernière étaient en trend following et faisaient gagner beaucoup d'argent se sont pris des gros gadins. Les valeurs tech, growth, les valeurs de croissance américaine, notamment celles qui ne gagnent pas d'argent, se sont fait découper. On a eu une rotation sectorielle très forte entre les valeurs de croissance et les valeurs value. Donc, c'est pas évident. Le cadre du marché, c'est qu'on est passé de la peur à l'espoir. De la peur d'une inflation historique, de hausse de taux historique et d'une guerre potentiellement historique. En fait, ma lecture à ce sujet, c'est que l'inflation est historiquement élevée, mais qu'elle va atteindre son pic au mois de mars. Concernant la guerre, a priori, la Russie est en train de retirer ses troupes après avoir fini son exercice et laisse entendre que les médias d'Europe et des États-Unis sont complètement fous d'avoir pensé qu'un jour peut-être il y aurait une guerre entre l'Ukraine et la Russie. On touche du bois, on n'est sûr de rien, et bien malin celui qui pouvait anticiper quoi que ce soit. Bien évidemment, on espérait que la probabilité d'un conflit soit très faible. Bien évidemment, on espère qu'il n'y en aura pas, mais on reste sur nos gardes. Le sentiment de marché, c'est la machine à laver. On chute fort, puis on remonte fort de 7000 à 7002, puis on rechute à 6008, puis on remonte à 7002. Bref, on se fait nettoyer. Les marchés tankent donc fonction des communiqués au sujet de la Russie et de l'Ukraine. Je crois qu'on a atteint un point de débilité extrême hier avec le président ukrainien qui a sur Twitter écrit que a priori les Russes devraient peut-être envahir le 16, donc demain. Et puis une heure plus tard, on apprenait que c'était une boutade du président ukrainien. Merci Jean-Michel. C'est complètement hallucinant d'avoir ça sur les marchés. On a comme ça l'indice américain hier qui perd 1% après son tweet, qui regagne 1% après. Déjà qu'on se faisait nettoyer dans tous les sens et que la volatilité était extrême, mais si en plus les présidents des différents pays concernés se mettent à faire du sarcasme sur les réseaux, on n'est pas rendu. Alors, je vous avais sorti, source Saxo Bank, quelques chiffres que j'avais trouvé intéressants. C'était des chiffres sur les différents attentats, des crises des missiles en Corée, l'assassinat de Kennedy, bref, des événements politiques ou géopolitiques importants historiquement, pour dire que généralement, ça peut chuter fort, mais que les pertes sont très souvent rapidement effacées. Pourquoi est-ce que j'avais repris ces chiffres de Saxo Bank ? Tout simplement pour, dans l'éventualité d'une pénétration de la Russie en Ukraine, pour moi ce n'était pas en vue d'un conflit long, c'était une attaque peut-être rapide, si attaque il devait y avoir. Et donc je partais du principe que ça engendrerait un trou d'air sur les marchés et puis qu'il faudrait payer.
D'ailleurs, la semaine dernière, je vous avais prévenu en vacances que s'il y avait risque d'attaque ou attaque, à mon avis, ça allait baisser fort, mais que c'était un point d'entrée. Du coup, quand lundi, tout le monde était persuadé qu'il y aurait attaque et ou guerre, et que le CAC était à moins 3,5%, et que je venais de rentrer de vacances, eh bien, je suis passé à l'achat à 6762 points sur le CAC, sur la moyenne mobile du trend follower, la fameuse moyenne mobile à 200 périodes, parce que si on cassait ce seuil, c'était la Bérésina, mais si on le tenait, c'était un point bas. Et depuis, on reprend 2,5%, 3% à peu près. Ça rebondit de partout, sur les valeurs value, mais aussi et surtout sur les valeurs croissance, sur les rouleaux compresseurs. Ça fait du bien et on espère que ça va durer. Certaines small et mid cap continuent leur course. Je pense à des petites valeurs dont on a parlé très souvent dans cette émission. Je pense par exemple à du Serge Ferrari qui travaille ses plus hauts annuels, à Katana, à Lexibook. Des valeurs qui n'ont eu cure de ce que faisaient les indices ces dernières semaines et qui, quand les indices baissent, stabilisent, et quand les indices remontent un petit peu ou remontent nettement, eh bien elles vont très fort, très vite, et elles cassent très rapidement leur plus haut. D'ailleurs ici il y a marqué cassure d'ATH. Si vous ne savez pas ce que c'est, ATH, ça veut dire all time high, ça veut dire nouveau record historique. Je reste convaincu qu'avec les quantités de cash des entreprises à travers le globe graphique qu'on avait vu avant le départ en vacances, on a des records de milliers de milliards en trésorerie des entreprises, notamment aux États-Unis. Il devrait y avoir pas mal d'OPA sur le marché cette année. Le pétrole Brent touche les 96 $ pour la première fois depuis 7 ans. Bien évidemment, les deux pétroles en forte hausse ces dernières semaines sont pourvoyeurs d'inflation. Mais on voit bien que plus les tensions faiblissent entre la Russie et l'Ukraine, plus le pétrole perd pied. Aujourd'hui, le pétrole, je crois, perd pas loin de 4%. Je vérifie cela. On va sur zone bourse. Moins 3,54 pour le Brent. Il en reste néanmoins pas moins haussier à moyen long terme, mais j'ai l'impression quand même qu'on a atteint des objectifs, des zones dures, et s'il n'y a pas conflit, il ne serait guère étonnant que le pétrole consolide. Les métaux précieux aussi, fonction du niveau de stress. On a eu du stress depuis une semaine, donc l'or et l'argent étaient recherchés. Aujourd'hui, le stress retombe, donc les métaux précieux retombent également. On notera néanmoins qu'ils continuent d'être en hausse sur les 2-3 dernières semaines et que graphiquement, à long terme, en tous les cas, l'or reste très intéressant. Enfin, le Bitcoin surperforme de nouveau après avoir sous-performé pendant 2 mois. La situation reste neutre à moyen terme, comme sur les indices. C'est un peu la machine à laver, un coup en bas, un coup en haut, et pour moi, nous ne sommes pas dans un marché directionnel. Si on regarde le Bitcoin sur 3-4 mois, comme les indices sur 3-4 mois, en fait, on est sur les mêmes zones de prix qu'il y a 3-4 mois. C'est comme si on n'avait rien fait. Voilà pour ce focus marché relativement rapide. Je conclurai par: nous savons que nous ne savons pas, nous ne sommes pas devins. Il est difficile de dire s'il y aura conflit ou non, s'il y aura pic inflation ou non, mais il y a quand même des choses qu'on peut regarder sur les marchés. Ce sont les moyennes historiques, ce sont les probabilités. La probabilité d'une guerre entre un pays voisin de l'Europe et la Russie, un conflit long, j'ai bien dit, a quand même une faible probabilité d'avoir lieu. Autre probabilité que j'avais en tête mais que j'ai perdu, c'était aussi la saisonnalité. La saisonnalité, elle était plutôt positive. Et puis la probabilité d'un rebond sur support majeur à 6750 points à moins 3,50 un lundi sur une MM200, elle était aussi élevée. Donc hier, je suis rentré de vacances, j'ai mis sur Twitter que je passais à l'achat sur support pour de nombreuses raisons. Il a fallu que je débatte pendant 3 heures du pourquoi, du comment. En fait, je ne sais pas. J'ai tout simplement joué des probabilités. Probabilité de non-guerre, probabilité de saisonnalité, probabilité de réaction sur support.
Et puis, une fois que le marché remonte, je sécurise mes positions. Si ça monte plus, c'est bien. Si ça rechute, c'est pas grave. On va passer au top flop. Alors là, j'ai 20 graphiques à vous montrer et il y en a pour tout le monde, pour les baissiers et pour les haussiers. Alors, ici à gauche, c'est le Bloomberg Global Stock Market Capitalization. C'est pour vous montrer qu'en fait, globalement, les marchés, depuis 6 mois, n'ont rien fait. On avait déjà fait ce constat à la fin de l'année. Je réitère ce constat. La capitalisation boursière mondiale est au même niveau qu'il y a 2 mois, 4 mois et 6 mois. Et en fait, c'est plutôt en son sein qu'il y a eu des rotations très fortes. Explosion des bancaires, explosion de l'énergie, reprise des valeurs value et baisse des valeurs growth. Mais au global, on est au même niveau. À droite, vous avez la superposition du fonds ARK de Cathie Wood sur les valeurs de forte croissance avec le Nasdaq pendant la bulle de l'an 2000 et on voit que la corrélation entre les deux est parfaite. On voit aussi que potentiellement, après une très forte chute, il y avait de la place pour un rebond. Est-ce que c'est ce rebond qu'on est en train de faire avant d'aller plus bas ? La question reste ouverte. En tous les cas, on peut considérer quand même que 80% de la baisse, si tant est qu'on n'ait pas déjà fait le point bas, a déjà eu lieu. Donc, shorter maintenant les valeurs de croissance m'apparaît pas justifié. Ici à gauche, on voit les performances en blanc en 2021 des indices et des matières premières qui montent et en 2022 des indices qui baissent et des matières premières qui montent fortement. Le CRB Commodity Index, c'est l'indice de l'ensemble des matières premières que vous avez d'ailleurs ici à droite, le Bloomberg Commodity Spot Index. Et puis la star, c'est le Brent qui cartonne à déjà plus de 15% en 2022. Bien évidemment, la hausse de l'énergie, le coût de l'énergie, tout ça tire l'inflation à la hausse. Maintenant, il faut prendre un petit peu de recul sur la situation. Oui, le CRB explose. Oui, il est sur des plus hauts historiques. Sauf que, historiquement parlant, quand on regarde les phases de hausse parabolique, elles se sont toujours terminées par des baisses. Hausse jusque 2008, forte chute. Hausse jusque 2011, ensuite ça baisse puis ça chute. Si vous regardez ce qu'on vient de faire en termes de jambes haussières, c'est pratiquement équivalent à ce qu'on avait eu par le passé. Donc oui, les matières premières sont élevées, elles sont chères, oui, ça tire l'inflation à la hausse, mais est-ce que cette inflation va continuer de grimper ? Est-ce que les matières premières vont continuer de tirer ? Ça, j'en suis pas certain. Ici à gauche, le ratio entre le gold et le S&P 500 qui est en train de se retourner progressivement. On a d'une part l'or qui tient voire monte, les indices qui reculent un petit peu. Du coup, l'or reprend le dessus par rapport au S&P 500. C'est une des raisons qui m'a fait acheter de l'or en début d'année. Or et argent dans une optique de protection et de diversification. Je vous en ai parlé pratiquement à toutes les émissions depuis 2 mois. À droite, le graphique de l'or à moyen long terme. Sur les 5 dernières années, on voit la construction d'une magnifique base ici de soutien entre 1750 et 1900 $. Et j'ai bon espoir qu'à terme, on sorte par le haut de cette zone de congestion. À gauche, ici, vous avez les positions short, les positions put, les protections que prennent les investisseurs quand ils ont peur que le marché chute. Ils l'avaient fait en 2011. Les marchés baissaient et puis à ce moment-là, on avait eu énormément de put de prix. Ça avait été la même chose pendant la crise du Covid. Les marchés baissent et énormément de put avaient été enclenchés. Eh bien, dites-vous que la semaine dernière, les niveaux des puts ont atteint le même niveau que lors de ces 2 creux majeurs, laissant entendre qu'en fait, tout le monde était devenu négatif, et quand tout le monde devient négatif, le marché, il baisse pas. Parce que le marché, généralement, il prend le consensus à revers, et quand le consensus pense que ça va s'effondrer, généralement, c'est pas ce qui se passe. Alors, le graphique de gauche nous dit que ça pouvait rebondir, le graphique de droite dit l'inverse. Le graphique de droite mesure les investissements étrangers dans les actions américaines. En gros, quand les investisseurs se disent « Ah maintenant, il faut qu'on n'achète que des actions américaines ». Ça a été le cas
ici pendant la bulle de l'an 2000, ça a été la même chose en 2008, euh, c'est la même chose ici actuellement. Ce qui laisserait entendre que tout le monde vient sur les actions américaines et que donc la hausse pourrait ne pas perdurer parce que justement on aurait un consensus trop acheteur. Donc tout ça pour vous montrer que fonction de l'indicateur qu'on regarde, on peut avoir deux lectures différentes. C'est aussi pour ça que je vous répète ces dernières émissions que je sais que je ne sais pas parce que on est dans une période très particulière où d'une part on a envie de se dire que les indices ont corrigé, sont revenus sur des supports de court terme et qu'on a envie d'acheter, mais que d'autre part leur correction reste très mesurée par rapport à la hausse qu'on a depuis 2020 et que ça donne aussi envie de shorter. Pareil, deux graphiques sur la même thématique, la saisonnalité, mais qui disent l'inverse chacun l'un l'autre. Ici à gauche, c'est un graphique de la saisonnalité qui montre que pendant les années électorales numéro 2, donc on est actuellement dans l'année électorale numéro 2, le marché baisse en janvier, stabilise en février, remonte à partir de la fin mars. Donc en gros, c'est la machine à laver pendant 2-3 mois avant que le marché monte. On est potentiellement complètement là-dedans. Ici, le graphique de droite sur les 70 dernières années nous montre que dans l'année présidentielle 2, le deuxième et le troisième trimestre, enfin surtout le deuxième trimestre, ne sont pas du tout porteurs. Donc, ça veut dire attention à la période avril à juin. Donc le graphique de gauche nous dit que ça va montrer entre avril et juin, et le graphique de droite nous dit que attention, parce qu'on est en année 2, ça peut baisser. Bref, encore des sources et différentes façons de retourner les graphiques pour dire des choses différentes. Alors à gauche ici c'est un graphique super important, c'est qu'est-ce qui se passe quand les banques centrales, quand la Fed monte les taux. Encore aujourd'hui, je discutais avec un ami qui me dit les taux vont monter, donc la bourse va baisser. Et je lui dis mais ça vient d'où cette conclusion ? 90% du temps depuis 70 ans, quand on monte les taux d'intérêt, la bourse monte. Donc je comprends pas pourquoi les gens disent les taux d'intérêt vont monter, donc la bourse va baisser. Oui, quand les taux d'intérêt montent, ça pèse sur les valeurs de croissance. Mais quand les taux d'intérêt montent, c'est généralement aussi qu'on a une croissance économique forte, des économies fortes, et qu'il y a d'autres pans que les valeurs de croissance qui montent. Donc on peut dire que des taux qui monteraient très fortement, très rapidement, impacteraient négativement les valeurs de croissance. Ok, mais dire les taux vont monter, donc la bourse va chuter, c'est totalement faux. Ensuite, on lit également que l'inflation est élevée et va rester élevée. Alors, je sais, les banquiers centraux se sont plantés. Ils ont dit que l'inflation était transitoire et qu'elle devrait retomber dès 2021. Or, elle a continué de grimper jusque début 2022. La raison qui fait que l'inflation a continué de grimper 6 mois de plus, c'est parce que le Covid a duré 6 mois de plus, que les ports en Chine ont été bloqués 6 mois de plus, qu'il y a eu des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement, et donc qu'on a eu une inflation temporaire engendrée par les blocages engendrés par le Covid. Ça veut juste dire que cette période d'inflation transitoire a duré plus longtemps que prévu, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas transitoire. L'inflation, le pic inflation est attendu au mois de mars aux États-Unis. Et l'inflation devrait rebaisser de 7 à 6 à 5 à 4 et on attend 3,5% d'inflation, donc très loin des 7% actuels. On attend 3,5% d'inflation en 2023. En Europe, c'est autre chose. Il y a 3,5% d'inflation et on attend un retour de l'inflation sous les 2% en 2023-2024. Depuis 20 ans, il n'y a pas eu d'inflation en Europe. Alors vous allez me dire, oui, mais l'énergie explose, l'électricité explose, à la pompe c'est pas facile, etc. Oui, je suis complètement d'accord. Il y a une inflation sur l'énergie qui impacte les bas salaires et qui est
extrêmement négative pour tous les gens à bas salaire en France qui étaient potentiellement à la fin du mois relativement justes et qui désormais sont dans le rouge. Ok. Sauf que je vous ai montré aussi dans les émissions précédentes que l'inflation forte touchait très fortement les pauvres et faiblement les riches. Et que au global, cette inflation, elle vient rogner un petit peu l'argent que les gens ont de côté quand ils ont de l'argent de côté, mais ça n'impacte pas l'ensemble de la population de la même façon. Donc oui, on a potentiellement une inflation structurelle qui peut rester parce que les prix des métaux peuvent être tirés par la transition énergétique, parce que le pétrole peut rester relativement élevé, mais on a aussi une inflation conjoncturelle qui devrait, elle, se détendre. Je vous rappelle que l'inflation n'a pas explosé parce qu'on a injecté de l'argent dans le système. C'est faux de dire ça. Je vous rappelle quand même qu'entre 2008 et 2021, on a 13 ans de quantitative easing et d'injection de monnaie dans les marchés. Est-ce que pour autant il y a eu de l'inflation en Europe et aux États-Unis? Rien, que nenni. Donc l'inflation ne vient pas des injections des banquiers centraux. L'inflation, elle est venue de la violence de la reprise économique post-Covid. On est passé d'un monde qui était à l'arrêt à un monde qui a voulu redémarrer et redémarrer 2 fois plus vite. Donc tout le monde voulait acheter des matières premières, toutes les matières premières ont explosé, les métaux, les céréales, tout a explosé à la hausse et en plus on ne pouvait pas se les faire livrer puisqu'il y avait des ruptures d'approvisionnement, ce qui a encore plus tendu les prix. Mais une fois que c'était fait post-reprise, post-Covid est réalisé, ça va se calmer. On a eu 6,5-7% de croissance aux États-Unis l'année dernière, on en attend je voudrais pas dire de bêtises, mais moins cette année, 4,5% me semble-t-il. Et ça va retomber encore l'année prochaine. Donc on a bel et bien eu une reprise économique très puissante qui va se calmer, et une inflation très puissante qui va se calmer. Donc je pense que oui, on pourrait avoir une inflation qui resterait supérieure aux moyennes des 20-30 dernières années, mais l'inflation va retomber. Donc on va se retrouver au mois de mars avec une inflation, alors peut-être au mois d'avril avec une inflation qui va rebaisser, et à ce moment-là les gens vont se dire ah bah en fait oui, le pic inflation est derrière nous, ah bah en fait il y a moins de pression que prévu sur les banques centrales, ah bah en fait peut-être qu'elles vont pas monter les taux 7 fois aux États-Unis cette année, mais peut-être que 3, et si tel est le cas, ça va se calmer. Et ce sera le cas, je pense. Ici à gauche, ce sont les événements politiques, géopolitiques, les chocs en fait que l'on a connus sur les marchés ces 50 dernières années, avec ce que ça a engendré comme baisse en une journée, avec ce que ça a pu engendrer comme baisse sur le mouvement entier. Donc par exemple le 11 septembre on a perdu 11%, l'invasion du Koweït par l'Irak c'est moins 17%, mais globalement, si on regarde ici la recovery en nombre de jours, sauf 1 ou 2 cas particuliers, 1 mois ou 2 mois plus tard, au pire, on était plus haut qu'avant l'événement géopolitique en question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les marchés se sont dit qu'il y ait invasion ou pas de l'Ukraine, de toute façon, ça repartira à la hausse derrière. Donc, plutôt que de se dire lundi, ah, je sors toutes mes actions parce qu'il va y avoir une guerre, valait peut-être mieux se dire ah mais de toute façon même s'il y a invasion ce sera rapide, et même si invasion il y a, c'est peut-être plus le moment de faire ses courses que de sortir du marché. Ici à droite c'est un graphique qui montre que la valeur sur des actions qui ont explosé ces dernières années comme Netflix, Amazon, Google et autres a été créée après la 10e année de ces actions. Donc les actions, les géants, ils se développent pendant 10 ans et après 10 ans, ils cartonnent. Ça veut aussi dire que quand on investit sur des valeurs à forte croissance dans leurs premières années, c'est pas forcément une réussite parce qu'il y en a beaucoup qui vont derrière se faire délister, chuter de 90%, arrêter leur business ou autre. Par contre, sur des boîtes qui ont commencé à se développer, qui deviennent matures au bout de 10 ans et qui derrière délivrent, c'est là qu'il y a de la création de valeur en bourse. On est dans un monde où il y a de plus en plus de cash, on est dans un monde où il y a toujours de la croissance, et on est dans un monde où il y a de plus en plus de licornes. Ça y est, on aurait 1000 licornes ici en 2022.
Donc voilà, il y a de l'argent dans les marchés, il y a de l'argent dans le private equity, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec de tels chiffres. Ici à droite, c'est un graphique éducatif pour vous montrer les performances du S&P 500 comparées aux actions qui font des splits. Vous savez, Amazon, là, pas Amazon, Google va splitter son action. Donc Apple avait splitté son action, Tesla avait splitté son action. En gros, quand vous avez une société qui a une action à 1000 $ et qu'elle la split, ça veut dire qu'elle la découpe en 10. Donc il y a 10 fois plus d'actions sur le marché, mais le prix de l'action est 10 fois plus petit. Plutôt que d'avoir, imaginons, 100 000 actions à 1000 $, vous avez 1 million d'actions à 100 $. Et lorsqu'une action annonce son split, ça monte, avant et après. Donc si vous êtes sur du Google ou autre qui annonce un split, bah faut garder, voire renforcer. Généralement, c'est plutôt porteur. Ça, c'est un bémol, mais ça pourrait être une bonne nouvelle. Qu'est-ce que sont ces deux graphiques? Bah en fait, ce sont des graphiques des anticipations de ce que pourraient faire les PMI manufacturiers à travers la planète. Et ça nous montre que bah, ça va ralentir très nettement. C'est ce que je vous disais, on a eu une explosion macroéconomique en 2020-21 puisque c'était la reprise économique post-Covid. Mais cette reprise économique majeure va se normaliser. Donc les chiffres économiques qui ont cartonné ces derniers mois vont retomber et les PMI vont reculer. Donc on va avoir un risque en fait. On va avoir un risque qui serait que on a une macroéconomie qui nous montre un risque récessif alors qu'en parallèle on a une banque centrale qui est prête à monter ses taux d'intérêt. Vous montez les taux d'intérêt en période de récession, en gros c'est la cata. Mais c'est aussi pour ça que je pense que les banques centrales ne monteront pas les taux durablement. C'est pas possible, d'une part parce que leurs dettes sont incommensurables et d'autre part parce que les marchés ont besoin de liquidités, ont besoin de taux bas. C'est pour ça que les banques centrales aboient, mais qu'elles n'agissent que très peu. Et en fait, les taux aux États-Unis sont toujours à zéro. Et aux États-Unis, il y a toujours du quantitative easing en ce moment. Les taux en Europe, ils sont toujours à zéro. Et même s'ils nous disent qu'ils vont peut-être monter, ils monteront peut-être en décembre 2022, puis peut-être en 2023. Sauf que si les graphiques que je vous montre ici sont bons et que la macro ralentit, ça va justifier que les banques centrales ne montent pas leurs taux. Parce que faudra quand même être au chevet des économies. Donc en fait, actuellement, on est en train de se dire l'inflation va exploser, l'économie va trop fort, donc les banques centrales vont monter les taux d'intérêt. Sauf qu'en fait, si ça se trouve, l'inflation va retomber, l'économie va se calmer, les banquiers centraux n'auront pas à monter les taux durablement. Donc ça veut dire aussi que la rotation growth value ne va peut-être pas durer éternellement et ça veut peut-être dire qu'il ne faut pas non plus lâcher les valeurs de croissance. C'est vraiment une période de folie en ce moment parce qu'on lit de tout, on voit de tout le monde a des avis différents. On peut être acheteur à court terme, mais être sur le qui-vive à moyen terme, c'est vraiment pas facile et il faut être sûr de rien. Alors c'est pour ça que vous voyez bien qu'il y a une envie de vous expliquer, il y a une envie de faire comprendre, de casser certaines mécompréhensions du marché ou de la macroéconomie ou des discours que je peux lire dans les médias. Par contre, ne voyez pas dans ce ton motivé le fait que je sois certain de mes scénarios. Au contraire, on est dans une période où il faut être ouvert à tout et où tout peut changer du jour au lendemain. Simplement, il y a des choses comme des statistiques historiques, des moyennes historiques ou des corrélations que quand on étudie sur 100 ans, c'est juste des mathématiques ou des faits. Et ces faits, je vous les relate et j'espère que ça viendra un petit peu contrecarrer les nombreuses bêtises que je peux lire ça et là sur les réseaux sociaux. À gauche, vous avez l'indicateur Bull Bear Market de Goldman Sachs, avec en bleu les récessions. Et vous voyez que cet indicateur qui était monté très fortement de 2008 à 2020, il avait chuté avec le Covid, qu'il est remonté très vite tout en haut, mais qu'il plafonne désormais. Ce qui voudrait dire que le bull market dans lequel nous sommes est peut-être arrivé à son terme.
Et ça se voit bien, la capitalisation boursière mondiale n'arrive plus à monter. Les indices font du surplace. Mais la fin d'un bull market, ça ne veut pas dire bear market. Ça peut aussi vouloir dire neutralité. Et moi, c'est mon scénario, et je le dis depuis novembre 2021, mon scénario hors éléments exceptionnels, par exemple une nouvelle vague de Covid meurtrière, mon scénario pour 2022, c'est un range. Un range, c'est quoi? C'est un canal horizontal. Ça veut dire que quand on va monter, on va être un peu trop euphorique. On va se dire que les valos sont trop chers et que les banques centrales en plus vont retirer l'argent facile. Donc, on n'ira pas bien haut. Mais dès qu'on va un peu trop bas, eh ben on se dira bah oui, mais non, mais faut pas que ça baisse. Les banques centrales sont là et elles vont soutenir. Donc en fait, on peut pas monter fort et on peut pas baisser fort. Donc en gros, on pourrait faire une année en dents de scie, en zigzag. Donc c'est pour ça qu'en début d'année, je vous disais que si le CAC allait à 7500, je short. Et c'est pour ça que hier, quand le CAC est à 6700, j'achète. Parce qu'il n'y a pas de biais en fait, il n'y a pas de marché directionnel. Ça monte très fort, on est euphorique, on short. Ça baisse très fort, on se fait des frayeurs plus ou moins justifiées, on achète. Et c'est pour ça aussi que c'est une année faite pour l'investisseur agile. Un investisseur qui sait changer de secteur, qui sait changer de valeur. Pour l'investisseur buy and hold qui a juste acheté des titres et qui en 2020 a fait une belle performance après le Covid et en 2021 a cartonné, ça va être bien plus compliqué. En fait, pour les gens qui ont connu uniquement les marchés ultra haussiers de 2020-21, pour le moment c'est horrible, et ben je les invite à se former parce que la conjoncture, l'environnement dans lequel on va continuer d'intervenir sur les indices et les actions dans les mois qui viennent va continuer d'être compliqué. Mais en fait, on revient à de la vraie bourse. Alors que depuis 2 ans, on n'était pas dans de la vraie bourse, on était dans un pilotage automatique drivé par 20 000 milliards de cash mis sur la table par les États et les banques centrales. Donc à gauche, un indicateur qui nous dit que le bull market est peut-être terminé, et à droite, un graphique pour un petit peu prendre du recul, parce que c'est pas la première fois qu'on dit que les bull markets c'est terminé et que la bourse va baisser. C'est un graphique qui vous montre toutes les crises, le sida, les embargos, la révolution iranienne, le Black Monday de 1987, la bulle des technos, etc. Et on voit quoi? On voit que the stock only go up. Le marché structurellement est fait pour monter. Et en fait, les indices boursiers, c'est toujours les meilleures valeurs. Donc globalement, le marché monte. Et tant qu'on sera dans un capitalisme dévergondé qui fonctionne à la dette et qu'on continuera d'avoir une croissance des bénéfices des meilleures entreprises de la planète, eh bien les marchés seront soutenus. Je dis pas monteront parce que j'aime pas être ultra haussier après 13 ans de hausse. Voilà, c'est la fin de cette première partie d'émission. Encore une fois, ne soyons sûrs de rien, mais ne cédons pas aux extrêmes. Quand le marché est trop euphorique, ne le soyons pas. Et quand les marchés se font peur, prenons un peu de recul. C'est l'heure de la pause musicale, petit café, petite pause musicale. Je vous montre les actions dont on va parler dans quelques instants. Les actions ici à gauche, ce sont des très belles valeurs, des bons dossiers, des rouleaux compresseurs, ou du moins des valeurs qui étaient des rouleaux compresseurs qui ont baissé de 20 à 30% depuis le début de l'année et qui ont pour moi fait des excès baissiers hier, lorsque le CAC a touché sa MM200. Ce sont des valeurs qui ont fait des excès baissiers hier et qui commencent à se reprendre aujourd'hui. J'espère que le fait que j'ai publié cette liste dès ce matin, ce mardi, aura permis à certains de faire des courses. Sinon, on va regarder aussi des valeurs qui surperforment et qui montent quoi que fasse le marché, qui ont continué de monter d'ailleurs ces derniers jours alors que le marché était en machine à laver. Donc c'est aussi ça qu'on recherche, des valeurs qui montent quand ça baisse et qui montent fort quand ça monte. Et puis quelques small cap avec des haussières, des baissières, des neutres, histoire de plaire à tout le monde. A tout de suite.
Tin, tin, tin. Trio, violon, violoncelle, piano de Schubert. Et on revient à nos moutons, enfin à nos marchés. Bon, elle est belle cette bougie. Elle est belle cette bougie. La définition d'un marché haussier, c'est, selon Do, qui a écrit cette théorie il y a plus de 100 ans maintenant, un marché est haussier quand les plus bas et les plus hauts sont de plus en plus hauts. Depuis un an et demi, depuis le Covid, les marchés font des plus bas et des plus hauts de plus en plus hauts. Donc, quand on revient vers les supports et vers les précédents plus bas, ce sont des points d'achat. Si on casse le seuil, alors la tendance est cassée et on passe d'une tendance haussière à une tendance neutre. Si les points bas tiennent et que les points bas continuent d'être au moins égal aux précédents et en tous les cas globalement plus haut de plus en plus haut, le marché reste haussier. Et dans un marché haussier, la probabilité d'un gain est plus importante quand on joue la hausse que la baisse. C'est la raison pour laquelle hier matin je disais qu'il fallait faire les courses et que j'ai acheté le CAC à 6762 points. Point qui a été annoncé en live, en direct sur Twitter, parce qu'il y a pas mal de gens qui, sur la twittosphère, avaient, comme de par hasard, vendu toutes leurs actions vendredi avant les rumeurs d'invasion russe en Ukraine. Moi, je vous les donne en live, les trades. Je vous ai donné mercredi dernier un point de short à 7135 points sur le 440, et je vous ai donné un point d'achat hier à 6760 points. Et je me trompe très souvent. Voilà, là on va dire que j'étais en forme et que j'ai eu de la chance. De fait, pour moi, tant que le marché ne dérape pas, tant qu'on ne casse pas ça, tant qu'on ne passe pas sous MM200, c'est acheteur et on fait des courses et on vise plus haut. On sort de la zone de crainte. Alors bien évidemment, s'il y a une attaque éclair de la Russie en Ukraine un soir, on se réveillera à -5, et je peux rien y faire. Mais en attendant, si ça n'arrive pas, eh ben c'est pas impossible qu'on remonte vers 7100, 7200 et qu'on revienne vers la zone de détente en attendant la hausse de taux des États-Unis au mois de mars. Et encore une fois, ceux qui disent en mars les États-Unis vont monter les taux donc la bourse va baisser, c'est faux. Il est arrivé historiquement, notamment dans les années 90, que la première hausse de taux soit un creux et que derrière le marché enchaîne 15% de hausse. Donc, c'est pas parce que les taux vont monter aux États-Unis en mars que la bourse va baisser. Cette actualité-là est désormais pricée. Donc, je suis pas extrêmement haussier sur le CAC. Comme je vous l'ai dit en intro, pour moi, ça va être une année erratique en range. Simplement, dans un range, on achète en bas, on vend en haut, on achète en bas, on vend en haut. Donc, quand on est en bas, on achète. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Et puis, quand on voit des valeurs hier, comme Hermès, qui ont perdu 35% ou presque, on regarde les chiffres, c'est important d'être précis, 31%, et que Hermès était pile poil revenu sur son support testé ici au mois d'octobre, après 35% de baisse alors que le CAC était sur MM200, on se dit que c'est peut-être un moment pour tenter quelque chose. Voilà. Ensuite, on regarde le pétrole. Donc, aussi à moyen terme, là-dessus, il n'y a pas de question. Mais à court terme, s'il n'y a pas conflit, s'il n'y a pas problème Russie-Ukraine, ça peut se calmer. Et en gros, les 5, 7 ou 10 dollars que le pétrole avait pris en plus parce qu'on avait peur d'un conflit, il pourrait les reperdre et on pourrait peut-être revenir vers les 85 dollars. Ça aurait rien d'anormal. Néanmoins, je m'amuse pas non plus à shorter le pétrole parce qu'il est trop haussier. On peut le faire en trading, mais voilà, je l'ai fait moi la semaine dernière. Quand j'étais en vacances, je vous l'ai donné sur Twitter, j'ai shorté 92, je suis sorti à 90. Bon, et puis voilà, c'était un petit trade court terme. On parle bien de trading, de gens habitués, mais pour monsieur, madame, tout le monde, sinon le pétrole, c'est haussier, donc on se met pas en face. Pour autant, je l'achète pas au cours actuel. Mais on n'est pas toujours obligé d'être acheteur ou vendeur, on peut aussi ne rien faire. C'est trop haussier pour être vendu, et c'est trop haut pour être acheté. Donc je ne fais rien.
Ensuite, l'or. Donc il est toujours, pour moi, dans une sorte de stabilisation où c'était baissier, puis ça redevient haussier progressivement. Simplement, ça peut faire des dents de scie comme ça encore pendant longtemps, hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on stabilise entre 1700 et 1900 et qu'ensuite, à terme, on en sorte. Donc pour moi, quel que soit le prix, les zones actuelles sont des zones d'accumulation rationnelle et je continue d'acheter de l'or et de l'argent physique et papier régulièrement dans une optique de diversification. L'argent, le voici, un peu moins performant, mais qui tient toujours ses bases, hein. Je vous ai parlé de l'argent qui m'intéressait à 22 $ fin d'année, on a reparlé des 22 $ début d'année, il tente à chaque fois de passer. Alors bien évidemment, dans un environnement de hausse de taux, ça booste le dollar, ça pressurise les métaux. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à sortir de leur carcan. Mais j'espère bien qu'à moyen long terme, une fois que des hausses de taux auront lieu et qu'elles se seront épuisées, et qu'on reviendra du quantitative easing, mais là je vais un peu trop vite en besogne, mais en 2023-2024, une fois qu'on aura monté puis rebaissé les taux, j'ai bon espoir que l'or et l'argent reprennent le chemin de la hausse. Et puis ensuite, le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est ce que je vous disais, c'est très neutre à moyen terme. Il est au même prix qu'il y a un mois, il est au même prix qu'il y a 6 mois. Depuis le début de l'année, fin d'année dernière, début d'année, ça a baissé sur les indices, ça a baissé sur le Bitcoin. Depuis 15 jours, ça avait commencé à tenir sur les indices, c'est remonté sur le Bitcoin. Certains disent que le Bitcoin surperforme en fait depuis 10 jours. En fait, c'est pas vraiment le cas. Où est-ce qu'il est mon graphique là-dessus? Il est là. Hop, c'est un graphique que j'ai posté sur Twitter tout à l'heure. En fait, ici en blanc, vous avez le Bitcoin et en bleu, le Nasdaq. Entre septembre et novembre, le Nasdaq monte, le Bitcoin monte fort. Ensuite, le Nasdaq stabilise, le Bitcoin se resynchronise. Ensuite, le Nasdaq baisse, le Bitcoin se fait cogner dessus. Ensuite, le Nasdaq stabilise, le Bitcoin se resynchronise. En fait, le Nasdaq, il monte ou baisse fonction de l'appétit pour le risque. Et le Bitcoin extrapole. Donc en gros, quand on est dans un marché haussier qui a de l'appétit pour le risque, les cryptos montent très fort. Dès que l'appétit pour le risque s'amenuise, on revient à l'équilibre. Et dès qu'il y a de la peur, les cryptos se font taper dessus. En fait, le Bitcoin actuellement est un Nasdaq en effet de levier. Tout simplement. La corrélation est totale entre les deux. C'est aussi pour ça que plutôt que d'aller forcément sur les cryptos, on peut aussi rester sur les marchés. On fera les mêmes performances avec moindre volatilité. On va passer aux actions. Donc, ASML, la voici. Donc là, en fait, il y a quand même un hic, hein, c'est que sur certaines de ces valeurs-là, on a cassé les MM200, donc c'est pas génial. Mais on parle quand même de valeurs qui sont des gros rouleaux compresseurs de long terme. Et on parle aussi de valeurs qui étaient peut-être allées un peu trop vite et qui ont donc corrigé tout aussi rapidement qu'elles étaient montées. Les excès sont souvent corrigés par des excès en bourse. Et en fait, si on trace une droite comme ceci, on voit bien que globalement la tendance est haussière à moyen long terme. Mais parce qu'on avait été trop vite, on corrige aussi très fortement. On revient vers des moyennes un peu plus légitimes, normales. On sort un peu de l'euphorie, ce qui n'est pas une mauvaise chose. ASML, ASM, BCI, STM, le secteur des semi-conducteurs, ça délivre, les résultats sont quand même très bons. On a bien corrigé, on est revenu sur des zones clés. Et en fait, à la manière du CAC où on a un pivot majeur sur la MM200 à 6750, bah pour moi, toutes les valeurs que je vais vous présenter là dans les 5 minutes qui viennent sont des valeurs où les plus bas qu'on vient de marquer ne doivent pas être violés. On doit absolument tenir ces creux-là. Si on repasse sous ces creux-là, ça craint. Tant qu'on les tient, il y a un espoir de rebond. Plus qu'un petit rebond technique, mais
d'un beau rebond. Si pour X ou Y raison on casse MM200 sur le CAC et que ça commence à puer, si je puis dire, et qu'on casse sur les valeurs que je vais vous montrer les plus bas des derniers jours, c'est vraiment pas bon signe. Dassault. On avait vu que début janvier, elle avait cassé son support de court terme. Elle est allée sur sa MM200 qui était le support de moyen terme, qu'elle a essayé de tenir mais elle n'a pas réussi. Donc on a été sur le support de court terme, support de moyen terme et on a fini sur le support de long terme. Donc on a perdu 31% entre le plus haut et le plus bas. Et ici aussi, en fait, on est revenu sur un rythme de croissance, de croisière un peu plus normal. Il faut quand même se rendre compte que à partir de juin-septembre de l'année dernière, ces valeurs-là, elles sont parties complètement à volo, quoi. Trop haut, trop vite, trop euphorique. Ce n'est pas tenable des mouvements haussiers comme ça, c'est trop rapide. Du coup, on a corrigé, on est revenu sur des gros seuils, et ces seuils sont des seuils la plupart du temps relativement propres qui correspondent à d'anciennes zones de prix travaillées. On est revenu se poser sur les plus hauts du mois d'avril, on est revenu à 40 euros sur seuil psychologique. Et là, peut-être qu'enfin, espérons-le, on est une zone tangible qui pourrait permettre un rebond un peu plus significatif. Eurofins, je vous avais dit qu'elle perdait de sa superbe parce que valeur qui avait en son sein une prime Covid, et puisque le Covid a disparu en grande partie, espérons, touchons du bois, cette valeur comme d'autres, comme Sartorius, ont été délaissées par les opérateurs. Ce que je voulais simplement vous montrer, c'est qu'ici aussi on était revenu sur des niveaux de prix travaillés début 2021 et qu'elle était quand même cadrée par un canal baissier dont on venait de toucher la borne basse. Après, je vous avouerai que je préfère du Dassault Systèmes à du Eurofins. Je préfère des valeurs de croissance qui délivrent, même si elles sont un peu chères, que des pharma en ce moment. Hermès, je vous l'ai donné hier en stratégie d'achat sur zone bourse sur le support à 1170. Elle a pris 7% depuis ma stratégie. Donc si vous l'avez acheté hier, vous avez votre stop à 0 ou votre stop sous le support. De telle manière que tant qu'on est au-dessus de cette belle zone de prix, ce support datant d'octobre 2021, on reste dedans. Et si et seulement si ça casse par le bas, on se coupe une main plutôt qu'un bras et puis on verra plus tard, tout simplement. Et ici, on espère, même chose, un rebond vers MM200. IMCD, ça je l'ai fait en stratégie aussi. Un peu plus accidenté. Elle est revenue chercher sa zone de gap ici à 147, elle est même allée un cran en dessous. Elle vient de retracer en fait 61,8% de sa hausse précédente. Ici aussi, on voit bien que historiquement, il y avait un rythme de progression, mais que à partir de 2021, c'est parti complètement en sucette. Et qu'on est allé trop haut, trop vite. Donc voilà, on a corrigé la hausse très forte et on est revenu sur des niveaux de retracement, sur des zones de prix. Et maintenant, on espère qu'il se passe quelque chose. Et on ne s'acharne pas s'il ne se passe rien. LVMH dans son canal haussier. Celle-là, on l'a dans le portefeuille zone bourse. Ici, on voit trou d'air sous MM200. Hier, petit trou d'air sous MM200. Mais ce trou d'air sous MM200, en fait, était un moyen de se rapprocher de cette belle oblique ici de moyen long terme qui passe par le plus bas du Covid, le plus bas de novembre 2020 et ici. Et c'est ça qui est intéressant. C'est le point bas ici, il s'est fait où? Il s'est fait en plein Covid, en pleine crise pandémique. Le point bas qui était là, il s'est fait avant que le vaccin sorte. Pile poil sur zone. Et le point bas ici, il s'est fait pendant qu'on avait peur d'une guerre entre la Russie et l'Ukraine. En gros, à chaque fois qu'il y a une pointe de peur sur les marchés, on matérialise des creux et les creux se font toujours dans de la peur. Buy fear, sell greed. On achète la peur, on vend l'euphorie. Donc je dis pas qu'on est reparti comme en 40 et qu'elle va aller à 850 euros, mais je dis juste qu'à court terme, il y avait support
Il y avait frayeur, mais il y avait support. Schneider, voilà, pareil. Trop vite, on se prend une gifle, mais au final, on continue de respecter une pente de croissante, de hausse gentille. On était allé trop vite en besogne, trop d'euphorie, trop de nouveaux entrants qui veulent gagner de l'argent facilement et qui achètent à n'importe quel prix, du coup ça allait tout droit, et puis le marché nous a rappelé qu'il y avait de la gravité. Et du coup on est revenu sur une belle zone de prix horizontale. Et pour l'instant, ah oui, dans ma liste, là, je vous marquais excès sur gap baissier. Ben, en fait, des gaps, il existe différents types de gaps. Un gap de rupture, c'est un début de tendance. Un gap de continuation, c'est la continuation de la tendance en question. Et un gap d'essoufflement, c'est la fin d'une tendance. Vous voyez, par exemple, Société Générale, elle monte, puis elle fait un gap d'essoufflement ici. Un gap d'euphorie avant de corriger. Bah, à l'inverse, on peut avoir la même chose à la baisse. Un gap d'essoufflement baissier. Et pour moi, les chandeliers d'hier, c'est des gaps d'essoufflement de la baisse. C'est des excès baissiers finaux d'une correction de court terme permettant de revenir sur des supports de moyen terme qui ont été mis à profit par les investisseurs après une correction d'importance. Tant que Schneider Electric est au-dessus des 135-140, ça reste aussi à moyen long terme et il serait pas étonnant qu'elle remonte et qu'elle regagne sa MM200 et qu'on se dise bon bah c'était un accident. STM, elle est toujours haussière, toujours au-dessus des MM200 et là, difficile de faire plus propre que ce support des 38,20. Testé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Entre 38,20 et 38,50, il y a eu 6 impacts. Et en plus, on voit quoi? On voit que la MM200 gentiment arrive en soutien des prix. Ensuite, on va passer aux valeurs qui surperforment. Pourquoi est-ce que je vous ai montré ces valeurs qui surperforment, Aquel, Alten, etc. C'est pour vous montrer que parfois, quand ça tangue, bah, c'est bien d'aller chercher les valeurs qui tiennent bien, voire qui continuent de monter pendant que le marché baisse. Ou bien, quand on veut faire ses courses, soit d'aller sur des valeurs qui ont fait des excès baissiers, qui ont beaucoup corrigé, soit sur des valeurs qui ont bien tenu et qui n'ont pas cassé leur moyenne mobile à 200 périodes, comme par exemple STM. Alors la première, c'est différent, c'est Aquel, c'est juste pour vous montrer une valeur qui est totalement décorrélée du marché et qui fait sa petite vie et qui évolue dans un range entre 20 et 25 et qui pourrait avoir du potentiel si elle casse les 25. Ce que je trouve intéressant, c'est que depuis 10-15 jours, il y avait du grabuge sur les indices et qu'elle s'en fiche. Donc parfois être sur des valeurs qui s'en fichent un peu et qui ont des bêtas faibles, c'est-à-dire des corrélations faibles avec l'indice, c'est pas mal. Alten, ça c'est une valeur zone bourse. On aime bien. Ça monte, gap, ça revient tester le gap, ça remonte, gap, ça revient tester le gap une fois, deux fois, trois fois. Là, on a une zone horizontale très claire, on a une tendance haussière toujours intacte et on est toujours au-dessus des mêmes 200. Donc, on sait qu'il faut tenir la zone de prix actuelle et qui réagit. À système, c'est une valeur intéressante parce qu'on traîne following au-dessus des mêmes 200 et alors que les indices se sont fait peur, elle s'est fait peur une fois, mais on est revenu où? On est revenu pile poil à 34, donc sur les plus bas de décembre, et ces plus bas directs ont été mis à profit et payés par les opérateurs. Donc de voir une valeur qui vient tester un support et qui réagit aussi rapidement et qui repart de plus belle et qui derrière, quand les indices rechutent, ne veut pas rechuter, c'est symptomatique d'une valeur où les opérateurs ramassent et en veulent et ça vient renforcer l'idée que si les marchés tenaient, elle pourrait aller faire de nouveaux records. C'est une valeur qui surperforme, donc c'est intéressant. Biocorp, j'ai publié plusieurs fois un graphique qui est ce graphique-là, qui est un graphique hebdomadaire, qui montre bien que depuis un an et demi, on est dans un range, mais que si on sort par le haut de ce range, il y a un beau potentiel qui pourrait s'ouvrir. Elle est en train de tenter de sortir. Si vous avez regardé mes émissions ces derniers mois, vous savez qu'il y a des valeurs qui font des GLB et que quand elles travaillent leur niveau de GLB, c'est-à-dire leur plus haut historique qui correspondent à leur cours d'intro, et bien parfois elles vont travailler la zone.
Ça va pas être un breakout propre avec une envolée derrière, ça va être un travail de zone. Donc on passe, on revient au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Mais une chose est sûre, c'est qu'elle surperforme complètement le marché, qui est en machine à laver depuis 10 jours, elle a pris 15%. Donc ça va travailler la zone actuelle, mais il y a de grandes chances qu'ensuite elle aille chercher de nouveaux plus hauts annuels. Et si on se fie au range dans lequel elle était et qu'on le reporte à la hausse, il y a un potentiel haussier euh, intéressant. Eramet, c'est pareil, c'est aller là où l'action se passe. Eramet, je l'ai fait en stratégie sur zone bourse ici, quand elle est sortie de son range, avec un objectif qui devait être autour des 98-100 et aller plus haut. J'ai été petit joueur dessus. Là, c'est intéressant aussi de voir que c'est une valeur qui était très 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 soutenue ces derniers temps, qui faisait toujours des plus bas de plus en plus haut, qui dès que le marché tenait, elle repartait fortement. Donc voilà, c'est typiquement ce genre de valeur-là quand les marchés tanguent, sur lesquels on peut faire des opérations à court terme et surperformer le marché. Ça ne veut pas dire qu'il faut acheter et ramettre maintenant. L'autre raison qui fait que je voulais vous en parler, c'est qu'il ne faut pas oublier de remonter les stops et ou de prendre des bénéfices, d'encaisser parfois un tiers ou une demi-position, de se dire qu'on a bien gagné, qu'elle a bien performé, de noter un support clé ici à 100 € et puis peut-être de remonter les stops d'un cran. Galapagos, c'est une valeur, c'est une grosse biotech néerlandaise. Elle s'est extraite d'une tendance baissière, c'est un peu la théorie du phénix, des plus bas de plus en plus bas, puis on se met dans un range, puis on sort violemment du range avec des volumes historiques parce qu'il y a eu changement de PDG. Et les flèches, je les ai mis il y a 2 semaines quand on a fait une émission, j'en avais déjà parlé. On a une poussée, une conso à plat, et c'est plutôt positif pour la suite, ce genre de configuration. Ça laisse penser qu'on pourrait par la suite continuer de grimper et d'aller chercher les niveaux suivants à 67, 69, 70 euros. GTT, alors elle, pas évident. Pas évident, pourquoi je vous dis ça? Parce que je me suis mis des alertes sur des pullbacks, à chaque fois elle les a frôlés. Chaque fois. Elle est revenue ici, mais elle n'a pas touché mon oblique. Elle est revenue ensuite, mais elle a frôlé l'oblique. À chaque fois que je la vois, c'est quand elle est en train de repartir. Elle est super solide. Elle a mangé son pain dur. Elle a passé 2021 dans les mauvais élèves. Mais depuis 2 mois, elle surperforme totalement le marché. Elle est très recherchée. À chaque fois qu'il y a des trous d'air, il y a des acheteurs. Et en plus, j'ai vu des contrats passer, des deals passer. Donc avoir ça en portefeuille, une valeur qui tient bien, qui surperforme, c'est appréciable. Bravo à la team, tout ça sur GTT. Idée logistique, là on est sur de la valeur trend following de qualité qui de temps en temps va corriger. Et c'est ces corrections qu'on attend pour pouvoir acheter. Mais quand ces corrections se font à proximité d'une MM200 fortement haussière, ce sont des entrées. Et aujourd'hui, Idée Logistique a annoncé de mémoire une acquisition externe, ce qui a plu aux opérateurs. Et le titre se dirige vers ses plus hauts historiques. Ensuite, Interparfum, exactement le même schéma. MM200, MM200. Voilà, on vivote sur MM200. Alors parfois on peut y rester pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ce qui compte, c'est qu'on reste au-dessus et qu'ensuite ça reparte. De temps en temps, ça repart pas, bien évidemment. Mais dans ces cas-là, la MM200 grimpe au fur et à mesure. Et puis si on la casse, on sort. Sans grande perte. Mais accumuler des valeurs extrêmement haussières au-dessus des MM200 reste, malgré tout, une stratégie qui peut fonctionner. Même chose sur Ipsos. Regardez cette touchette sur MM200 hier, c'est superbe. Donc là, support. Voilà. Le niveau de support est clairement identifiable. Et tant qu'on est au-dessus des 38, 39, au-dessus des MM200, c'est haussier, c'est beau. Lectra, j'en discutais avec Tommy de l'équipe Zone Bourse, super valeur, grosse croissance attendue pour les prochaines années.
On aime bien avoir ça en portefeuille, ça surperforme, ça monte. Simplement, on fait attention à ce haut de canal. Elle n'arrive pas à passer au-dessus de ce haut de canal, mais ça arrive parfois. Ça arrive parfois. Et je vous avouerai que sur celle-là, je ne serais pas étonné qu'on arrive finalement, après avoir échoué une fois, deux fois, trois fois, à casser le haut du canal et à aller plus vite. Je ne sais pas si ce sera le cas. Pour ceux qui en ont, j'espère que ça va faire ça. Pour ceux qui n'en ont pas, j'espère que ça va faire ça. Et que vous pourrez en acheter sur repli à 38 euros sur la médiane du canal haussier et la MM200. Lumibird, c'est un peu comme Interparfum, valeur de qualité qui, quand elle corrige vers MM200, bah, c'est une occasion d'entrée. Comme beaucoup, elle est allée un peu haut, un peu vite, elle a retracé. Mais vous voyez bien la réaction aujourd'hui, ça paye. Et si tant est que le marché doive continuer de se chercher et qu'elle revienne vers les 20 euros, c'est une belle valeur à tenter d'accumuler, d'attraper au-dessus de sa MM200 pour la suite. Moulin Vest, vous avez des papiers, des interviews notamment de Raphaël Giraud à lire sur le site Zone Bourse. Moulin Vest veut faire croître son activité, veut doubler son activité dans les années qui viennent. A délivré magnifiquement ces dernières années. C'est complètement fou parce qu'en fait on a eu une GLB à 11 euros. Elle est passée de 11 à 20, puis je m'étais dit bon bah voilà, c'est beau, c'est bien, c'est fait, et puis bah ça continue. Et on est maintenant à 47. C'est complètement hallucinant. Quand est-ce que ça va arrêter? Bah on n'en sait rien. Et puis tant que bah, ça continue de faire des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut, bah aucune raison de sortir en fait. Et c'est plaisant parce que à peine le marché stabilise, elle est sur ses plus hauts. Et il y a de grandes chances qu'elle aille chercher de nouveaux records historiques. Même chose pour Réalité. Ça tient super bien. Je vous avais fait une émission où je vous avais montré beaucoup de valeurs comme ça qui avaient fait des pics en 2018-2019 et qui étaient en train de revenir vers ces pics. Une boîte comme Réalité ici qui est en trend following depuis le Covid et qui là est sortie d'un range, casse les plus hauts et surperforme le marché, je serais pas du tout étonné qu'elle aille chercher ses plus hauts historiques en fait. Et il y a pas mal de gens qui me disent bah oui mais elle veut pas baisser, j'arrive pas à en acheter sur repli. Mais vous savez les meilleures valeurs ne se replient pas. Donc il y a des fois faut se forcer, faut acheter. Rexel, c'était l'exemple parfait d'une sortie de range. Sortie de range, pullback, comblement de gap. Regardez un peu ici le gap. Hop, le point bas du gap. Hop, pile poil. On vient, on explose, on donne le signal, on fait le pullback, on comble le gap, ça repart. Comme dans les livres. Ça pareil. C'est qualité, trend following, c'est haussier, on se laisse porter. Et puis enfin TF1. TF1 surperforme à fond. On est sur un plus haut annuel, pratiquement. Enfin, on est sur un plus haut annuel. Et on est proche de casser les plus hauts de 2021. Et en fait, sur M6 et donc Métropole TV, M6 et TF1, je ne serais pas étonné qu'on sorte par le haut et qu'on aille chercher les objectifs suivants. Donc on prend les ranges et on les reporte à la hausse. TF1, on prend le range et on le reporte à la hausse. Alors parfois on passe, puis on réintègre, etc. Mais ce qui compte, c'est il y a une dynamique, il y a une volonté et il y a des volumes. Donc c'est quand même les ingrédients généralement qui présagent de bonnes choses. Faut pas être euphorique sur ces marchés. Faut pas acheter à tout va à n'importe quel prix, mais faut essayer, comme je vous le montre là, soit d'aller chercher des grosses valeurs sur des seuils majeurs après des corrections fortes, soit d'aller chercher des valeurs qui surperforment parce que recherchées par les opérateurs plus que d'autres. Ensuite, Katana, je vais pas vous dire d'acheter maintenant, hein, je crois que elle a fait un très beau parcours, elle fait un très beau parcours, elle est fortement haussière, mais faut peut-être pas pousser non plus. Là-dessus, n'oubliez pas de remonter vos stops de protection. Si tout se passe bien dans le meilleur des mondes, elle continuera d'inscrire de nouveaux records. Mais ne soyons pas non plus trop confiants dans le sens où il faut continuer, comme sur n'importe quelle valeur, de remonter les stops au fur et à mesure pour se prémunir d'une
consolidation. Sur Freelance, on a un travail de GLB. Ce fameux travail de GLB, on croirait qu'on parle d'une femme enceinte, mais c'est un peu ça. Il y a un travail pour accoucher de la GLB, ou du moins de l'espérer. La GLB est ici, plus haut historique de 2006, autour de 7,50. On est revenu en trend following chercher cette zone. Et ici, il faut que la valeur réussisse à continuer de délivrer une croissance très forte, notamment en faisant des acquisitions externes. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'il y a un trend haussier, qu'on tient MM200, qu'on s'y accroche. Après, c'est le genre de valeur qui peut faire des mèches basses assez importantes. Donc si j'étais dessus dans une optique de moyen terme, mon stop il serait au minimum sous les 6,50, les plus bas de novembre. Et pas juste sous MM200. C'est un coup à se prendre des mèches. Lexibook, c'est un peu comme Katana, Serge Ferrari et autres. Tant que c'est haussier, on paye les mèches, on paye les replis. Certains diront « Ah bah oui, mais il y a eu une mèche, je me suis fait stopper ». D'autres diront « Ah bah oui, elle a fait une mèche, c'est ce que j'attendais pour l'acheter ». Et oui, puisque quand on constate qu'une valeur est haussière mais qu'elle peut faire des mèches, on met des ordres d'achat en espérant qu'il y ait des mèches, pour pouvoir rentrer dans les trous d'air, plutôt que de rentrer dans les accélérations. Et ensuite, on met les stops sous les mèches. Tant que les plus bas et les plus hauts sont de plus en plus hauts, c'est haussier, on remonte les stops, tout en les gardant relativement larges, puisque petite valeur, peu liquide. Mediantech, ça tient. Voilà, on avait dit qu'il fallait pas aller se faire peur sous les 12 et surtout pas casser les 11,70. Elle a réagi, elle s'accroche à MM200. Peut-être que ça va stabiliser, neutraliser pendant un certain temps, mais en tous les cas, pour l'instant, les meubles ont été sauvés. Metex, elle a touché MM200, je l'ai posté ce matin sur Twitter pour dire que, elle était sur MM200. En plus, elle a fait un gap baissier d'essoufflement avec une réaction positive sur MM200, avec une réaction sur zone horizontale qui correspond en plus à une zone travaillée aussi par le passé. Tant qu'on est au-dessus des 5,20, ça c'était une zone d'achat hypothétique avec un stop à mettre dessous, et puis qui vivra verra. Si ça tient, c'est bien, si ça tient pas, le stop est serré. Nedgem, c'est une recovery potentielle, mais recovery ou théorie du phénix qui ne serait validée que si et seulement si on arrive à casser la zone des 1,70. Elle n'a pas réussi, donc on s'est replié relativement puissamment. C'est une petite valeur, donc ça va vite. Mais, point positif, on est toujours au-dessus des MM200. Et tant qu'on tiendra la MM200, il y a des espoirs qu'on monte comme ça progressivement dans le si, jusqu'à peut-être revenir tester cette zone de résistance majeure. Reworld Media a cartonné l'année dernière, avait besoin de respirer, l'a fait, pourrait se stabiliser au-dessus des MM200. MM200 va arriver progressivement en soutien. Et c'est dans ces zones-là de stabilisation au-dessus des MM200 que l'investisseur moyen terme rentre, dans l'espoir que la tendance haussière reste intacte et permette une relance par la suite. Bien évidemment, parfois ça ne marche pas, notamment quand une société fait un profit warning. Ça a été le cas de Wallix. C'est dommage parce que c'est un des seuls acteurs de la cybersécurité en France dans les petites et moyennes valeurs. Et le profit warning, donc l'avertissement sur résultat que la société a fait, a tout cassé. Jusqu'ici, elle faisait des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. Elle avait tenté de s'accrocher à MM200, mais ça n'avait pas fonctionné. Elle a cassé sa zone horizontale clé à 25. Et ça l'a emmené très rapidement avec des volumes très puissants vers les 16,50. Vous l'aurez remarqué, les 16,50, c'est la zone haute du range dans lequel elle a été bloquée pendant toute l'année 2019 et en début 2020. Donc on est passé de 34 à 17, on a perdu 50%, on a purgé à fond, on est revenu sur une zone de soutien et je peux comprendre que si on n'en avait pas, on s'y intéresse désormais. Voilà. C'est la fin de cette émission, j'ai fait le tour, je vous avoue que oui, les marchés sont compliqués en ce moment, le Nasdaq c'est un peu un jouet cassé qui au mieux est neutre, le CAC est plus solide que les autres indices mais il ne faut pas non plus crier victoire pour autant,
Les supports ont tenu, heureusement, sinon ça aurait été la Bérésina. Est-ce que pour autant on va repartir fortement à la hausse? J'en sais rien. Essayez de diversifier vos portefeuilles, essayez d'avoir des valeurs de qualité. Si vous cherchez les dates des résultats, les publications, les anticipations, des notations, allez sur Zone Bourse, renseignez-vous, creusez vos dossiers, faites de l'analyse technique, mais aussi de l'analyse fondamentale. Et puis, je vous souhaite le meilleur. C'était une émission un peu longue, 1 h 15, mais j'avais besoin de faire un gros point. J'espère que le ton employé n'était pas trop certain, puisque je ne le suis pas, et que vous avez appris des choses. Voilà, et je vous souhaite à tous une très bonne semaine, et je vous retrouve sur les réseaux, sur BFM, sur Zone Bourse, au quotidien. Au revoir à tous.